Bonsoir et bienvenue sur France 3 Normandie. Nous sommes à 5 jours du second tour des élections municipales. France 3 bouleverse, vous le savez, ses programmes pour vous faire vivre cette élection au plus près avec une série de débats dans les principales villes de la région. Ce soir, Cherbourg en Cotentin est à l'honneur. Cherbourg où les 4 candidats du premier tour se sont qualifiés pour le second. Ils sont ici avec moi. Barzil Viel Boniadi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat de la liste La Coopérative Citoyenne, soutenue par Europe Écologie Les Verts Génération et la France Insoumise. Sonia Crimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes soutenue par La République En Marche, également par le MoDem, l'Alliance Centriste, les Radicaux et l'UDE. David Marguerite, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat investi par les Républicains, vice-président de la région, soutenu par l'UDI et les centristes. Enfin, Benoît Arrivé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire socialiste sortant, soutenu bien sûr par le PS, le Parti communiste français, le PRG et la gauche debout. Benoît Arrivé, on va revenir un peu en arrière avec des images qui vont nous paraître un peu surréalistes. C'était le soir du premier tour, le 15 mars. Votre victoire, en tout cas, vous êtes en ballotage favorable avec 42% des voix, avec vos alliés de la gauche debout. Est-ce que vous vous y attendiez, sachant que les pronostics étaient divers et variés, avec notamment, on s'en souvient, des élections législatives catastrophiques pour le PS à Cherbourg? Écoutez, on a vite vu dans les échanges que nous avions avec les habitantes et les habitants que notre programme imprégné, qu'il était bien reçu, et puis le bilan qui a été le nôtre durant ce mandat a aussi été salué. Et je crois que le programme que nous avons su présenter avec l'équipe de Passion Commune est un programme qui répond aux grands enjeux de demain. Je pense qu'il a été entendu et vu comme cela par les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance. Maintenant, la crise du Covid est passée par là. Il nous faut continuer à travailler. C'est ce que nous faisons tous les jours sur le terrain, à convaincre et puis surtout d'appeler massivement au vote la semaine prochaine. C'est un des enjeux de ce scrutin, effectivement. On va y revenir. On va regarder tout de suite dans le détail le résultat de ce premier tour, avec, on l'a dit tout à l'heure, donc Benoît arrivé en tête, 42%, David Marguerite, 29,7%, Sonia Crimi, 14,3%, et Barzil Viel Boniadi avec 14%. On va commenter bien sûr ces résultats dans un instant, mais d'abord, faire un tour du côté de chez Emmanuel Chonu. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sylvain. Alors, si le PR est une véritable passoire, il se trouve que l'alliage du maire Benoît Arrivé tient bon et ça va être très très compliqué de percer les parois de la mairie de Cherbourg. Voilà. Bonne chance. Merci beaucoup Emmanuel, on va voir ça et on verra ça dimanche prochain. On va d'abord, avant de poursuivre, revenir en images sur les principaux enjeux de ce scrutin avec bien sûr l'épisode du Covid qui depuis a bouleversé la campagne. Un reportage sur des images de Marie Saint-Jour avec Jean-Michel Guillot. Une ville fantôme, qu'il paraît déjà loin, ce temps où Cherbourg en Cotentin était comme paralysé. 2 jours avant le confinement, l'insouciance dominait encore. Le 15 mars au soir du premier tour, Benoît Arrivé est en ballotage très favorable. Le maire sortant récolte-t-il les fruits d'un bon bilan économique? De fait, Cherbourg affiche l'un des taux de chômage les plus faibles de Normandie. Un capital menacé aujourd'hui par la crise sanitaire. Le candidat socialiste s'est opposé au report du second tour afin notamment de relancer ses grands projets de campagne, à commencer par l'amélioration des transports en commun. Permettre aux habitants de passer d'une commune déléguée à l'autre en permanence, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre, au-delà de l'urbanisme, de construire la ville et de faire la ville ensemble. C'est ça notre volonté. Ne pas perdre de temps, c'est aussi le credo à droite de David Marguerite. Le Covid pour lui a changé la donne. Il veut booster l'économie locale en accélérant la mise en œuvre des grands projets figurant dans son programme. Nous avons des propositions qui permettent notamment, grâce à des grands équipements comme la salle de spectacle, comme la patinoire, de pouvoir nourrir cette ambition et de pouvoir offrir aux Cotentins et offrir aux habitants de Cherbourg en Cotentin les équipements qui font aujourd'hui défaut à notre ville. Arrivée seulement en 3e position le 15 mars, Sonia Crimi persiste et signe. La marcheuse, qui espérait mettre un terme à un demi-siècle d'hégémonie socialiste, doit maintenant faire face à des défections dans son propre camp. Le renouvellement de la classe politique reste l'une de ses priorités. Moi, le nombre de personnes que je rencontre qui me disent, quand on a un élu parfois, on voit qu'il ne comprend pas ce qu'on est en train de lui dire. Et ça met en difficulté les gens. C'est pour ça que dans l'équipe que j'ai choisi d'abord les compétences. Plus de compétences pour diriger ce qui est devenu la 4e ville de Normandie.
Ces élections sont les premières pour la ville nouvelle, une nouvelle échelle qui, pour Barzine Vielboniadi, implique davantage de démocratie participative. La commune nouvelle s'est construite avec les élus, avec les fonctionnaires, avec les hauts fonctionnaires. Mais dans ce processus, on a un petit peu oublié les gens. Et donc il est maintenant temps que les gens aussi se réapproprient leur ville. L'écologie est également au cœur du programme de la coopérative citoyenne, un thème devenu central dans cette campagne post-Covid. Voilà, on va revenir bien sûr dans un instant sur les principaux thèmes, les enjeux de cette élection, évoquer aussi bien sûr le Covid et ses conséquences, mais arrêtons-nous d'abord sur l'entre-deux tours, ce qui s'est joué depuis le 15 mars, pas d'alliance, pas de fusion de listes. Sonia Crimi, le premier tour pour vous a été plutôt décevant, 14%, c'est bien en deçà de vos espérances. Ces résultats d'ailleurs ont amené à des tensions au sein de votre liste. Certains ont quitté clairement votre liste. Ils auraient souhaité visiblement que des négociations soient entreprises, avec pourquoi pas avec David Margueritte, vous nous le direz tout à l'heure. Depuis, on l'a entendu dans la presse un peu partout, des plaintes ont été déposées, la situation paraît vraiment incroyable finalement. Ce second tour s'annonce inédit. Oui, c'est un second tour inédit. J'ai toujours dit qu'une élection locale est beaucoup plus dure qu'une élection locale, qu'une élection nationale, même si on me dit non, qu'avant c'était apparemment l'amour parfait à Cherbourg et depuis mon arrivée, c'est pas le cas. Ce n'est pas ce que j'entends, ce n'est pas ce que je lis dans les journaux, alors, ce n'est pas ce qu'on me raconte. Qu'est-ce que vous comprenez à travers non, ce qui mais vient de en se fait, passer ? une élection locale est une élection plus dure à avoir parce que c'est une élection locale est liée à un ancrage qu'aujourd'hui, moi et mes partenaires aujourd'hui, on l'a pas. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on est dans le paysage local. 3 ans, c'est insuffisant pour connaître bien les personnes, pour constituer un tissu. Et les personnes qui sont autour de la table et en face de moi surtout savent à quel point c'est très, très difficile de constituer un réseau local avec des militants et avec un choix précis des personnes. Après, réellement, il y a eu des dissonances. Effectivement, il y a eu une minorité. Il faut quand même rappeler qu'il y a 47 personnes sur 57 qui sont toujours là. On sait très bien, quand on est élu, il n'y a pas les 57 personnes ou 55 personnes qui seront élus demain. Donc, il y a toujours du monde, il y a toujours des personnes qui croient encore à cette idée de droite et de gauche et les écologistes ensemble. Je ne vois pas pourquoi, et la majorité d'ailleurs de ma liste ne voyait pas pourquoi on va aller avec M. Margueritte, on va appeler le PS, on va appeler à voter. David Margueritte, justement, vous avez été accusé clairement d'avoir tenté de débaucher des colistiers de Sonia Crimi. C'est vrai que vous avez fait un bon score, 30%. Si on y ajoute la liste de Sonia Crimi, pour vous, ça vous permet effectivement de vous assurer en tout cas une bonne position pour la suite. Clairement, quelle est votre réponse par rapport à ces accusations ? La politique, déjà, c'est pas une question d'arithmétique. On n'additionne pas les scores. C'est une question de dynamique. Et moi, je voudrais être très clair là-dessus. Je l'ai été tout au long de cette campagne. Je l'ai dit, j'ai constitué une liste de la droite et du centre rassemblée, très largement ouverte sur la société civile, avec plus de 80% de mes colistiers qui n'ont pas d'étiquette. Elle est également ouverte sur la gauche modérée. J'ai toujours dit qu'il n'y aurait pas d'alliance, qu'il n'y aurait pas de marchandage électoral, qu'il n'y aurait pas d'accord d'arrière-boutique. Je m'en suis tenu à cette ligne tout au long de ce deuxième tour, qui a été un peu particulier. Et moi, si vous voulez, quand je vois ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas en réalité, puisque ce qui compte, c'est de parler du fond. Aujourd'hui, on voit bien les résultats du premier tour ont démontré que nous étions la seule équipe, la seule liste en situation de réussir l'alternance. L'alternance que vous avez expliqué dès le soir du premier tour. C'est la raison pour laquelle nous appelons au vote utile. Est-ce que clairement vous avez tenté, oui ou non, d'aller débaucher ? Absolument pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je le redis, Madame Crimi a un positionnement politique, c'est tout à fait son droit et son choix, qui est très à gauche, de plus en plus à gauche. Elle est favorable, elle l'a dit la semaine dernière, à la légalisation. Vous êtes très à droite. À la légalisation du cannabis. À la légalisation du cannabis. Elle s'affiche avec les Insoumis. Elle a un positionnement politique qui n'a rien à voir avec le mien. Donc il n'a jamais été question d'une alliance avec elle. Ces colistiers dissidents qui sont partis ont expliqué eux-mêmes, il suffit de les lire, qu'ils n'avaient aucun contact avec aucun candidat et que d'ailleurs leur vote au deuxième tour était libre et que les uns et les autres voteraient soit pour la coopérative citoyenne, soit pour l'Avenir en tête, ou soit pour la liste de M. Arrivé. Donc les choses sont extrêmement claires. Et quant au volet judiciaire de cette affaire, moi je suis avocat, je sais qu'on ne commande pas une affaire en cours sur la divulgation notamment des correspondances privées. On va parler du fond juste avant, peut-être évoquer avec vous, Barzine Vielboniadi, cette union de la gauche que vous appeliez visiblement de vos voeux.
Écoutez, la coopérative citoyenne était claire de son côté. Elle s'est prononcée avant le premier tour massivement pour l'ouverture de négociations de fusion avec la liste Passion Commune, une négociation qui aurait très bien pu ne pas aboutir. Ça se passe dans beaucoup de villes en France, entre les deux tours, mais en tout cas, c'est la position qu'a défendue. Et quoi, il y a eu une fin de non-recevoir de la part de M. Arrivé. Une fin de non-recevoir de la part de M. Arrivé. M. Arrivé qui ne m'a jamais contacté en ce sens, aussi bien lors du premier tour qu'entre les deux tours. C'est une fin de non-recevoir que je regrette, comme quelqu'un qui est très attaché à l'union de la gauche. C'est pas que de la politique politicienne, parce que pour les personnes, pour les électeurs, c'est intéressant de savoir aussi quels rapprochements sont possibles en fonction des programmes. Vous, que répondez-vous à Barzine Vial-Boniadi ? D'abord, je crois que l'essentiel, c'est de parler du fond. On va y venir tout à l'heure. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à l'instant. Je crois que tout ça est un peu dommage. Je crois que ça donne une image de la politique qui est catastrophique et ça ne correspond pas aux enjeux qui sont les nôtres à Passion Commune. Avec l'ensemble de la liste Passion Commune, je parlais tout à l'heure du projet, c'est une liste ouverte avec des hommes et des femmes aux valeurs de gauche, mais surtout des hommes et des femmes qui représentent quelque chose et qui ont une histoire à raconter pour le Cherbourg-en-Cotentin de demain. C'est ça mon projet. Quant aux propos de M. Barzile Vial-Boniadi, nous étions, nous, favorables avec l'ensemble des partenaires qui constituent aujourd'hui Passion Commune à une discussion lors du premier tour. Un certain nombre d'amis de M. Vial-Boniadi ont choisi de prendre un autre chemin. Et comme je l'avais indiqué à l'époque, à partir du moment où un autre chemin, et vous aviez le droit de le prendre, a été pris, nous avions fait le choix d'aller jusqu'au bout avec une liste cohérente, forte pour le Cherbourg-en-Cotentin et qui regroupe l'ensemble un certain nombre de propositions et surtout des composantes importantes. Très vite. La coopérative n'est pas une liste d'amis. Monsieur Arrivé ne m'a pas approché lors du premier tour. Je retiendrai aussi que lors du premier tour, j'ai eu droit à une intervention assez agressive de la part du chef du PS local qui m'a dit qu'on pouvait faire une croix sur une union de la gauche au second tour, que c'était totalement à exclure de la part du PS. Donc je prends acte. Mais vous avez choisi un chemin qui était de vous compter. Je crois qu'il faut le dire clairement, monsieur Vial-Boniadi. Vous avez voulu vous compter au premier tour. Moi, j'avais indiqué qu'on allait construire un programme, y compris très percutant en termes de démarche environnementale. Ça a été fait et j'ai souhaité continuer avec l'ensemble des hommes et des femmes qui sont à Passion Commune parce que cette liste, elle est pertinente. Elle permettra d'apporter des réponses concrètes pour le Cherbourg-en-Cotentin de demain, y compris sur les notions environnementales et sur lesquelles on va revenir. On a la photo finish du second tour. Voilà, vous êtes tous là maintenant, quadrangulaire. Sonia Crimi, un dernier mot sur ce thème. J'ai défendu à l'Assemblée nationale les femmes de ménage, quelles que soient les équipes que nous avons en face. J'ai besoin de défendre et je continuerai à défendre les femmes de ménage pour qu'elles puissent avoir des horaires pas typiques, une vie sociale. Et je continuerai à défendre demain au conseil municipal ces femmes de ménage. Merci Sonia Crimi. Donc, le premier tour, le 15 mars, on l'a dit tout à l'heure, c'était une éternité. Il a été marqué, on l'a dit aussi, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, par une abstention record, très importante. Une abstention avec 66,3% des électeurs qui ne se sont pas déplacés. Le second tour pourrait aussi être marqué par une forte abstention. Benoît Arrivé, rapidement, mais vous avez souhaité, vous, dans une tribune, vous exprimer justement pour que ce second tour ait lieu rapidement, au mois de juin en l'occurrence. Pourquoi, à l'époque, avez-vous souhaité aller vite ? Comme beaucoup d'autres maires du pays et comme beaucoup d'autres élus, puisqu'à partir du moment où le gouvernement a fait le choix de valider les élections du premier tour pour un certain nombre de communes de France, vous savez qu'il reste à peu près 5000 communes avec le suffrage de dimanche prochain, à partir du moment où le gouvernement fait le choix de valider le premier tour, ce premier tour, il ne peut pas être valide pour certains et pas pour d'autres. Donc à partir du moment où le gouvernement, et ça a été son choix, valide les élections du premier tour, fallait aller au bout. Ouais. Le bout, c'est le deuxième tour rapidement, notamment pour les enjeux des métropoles et des comités de communes ou des comités d'agglomération qui ont un certain nombre de compétences. Donc, pour relancer la machine, vous, Barzine... Pas uniquement pour relancer la machine. Mais notamment, Barzine Vial-Boniadi, ce que vous avez dit tout à l'heure, finalement, c'est que la participation, elle était déjà trop importante, finalement, pour vous. Écoutez, lors du 15 mars, en tout cas... Vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas à la mairie. J'ai décidé de rester à la maison pour gérer l'après-premier tour. Donc j'ai géré mes interventions médias depuis chez moi. Je ne me suis pas attroupé à l'hôtel de ville. Et ce second tour-là, qui s'annonce ? La sincérité du scrutin du premier tour, elle doit pouvoir être remise en cause. C'est un fait. Lors du 15 mars, les citoyens ont été soumis à une sorte d'injonction contradictoire. Restez chez vous, mais surtout allez voter. On voit bien que c'est une situation qui n'est pas tenable. Il aurait fallu prendre le temps de refaire les 2 tours de scrutin partout en France, même dans les villes où le premier tour a été déroulé. Tout à fait. Et à l'automne. Le temps aussi de trouver un mode opératoire pour organiser un scrutin qui soit acceptable par l'ensemble de la population. Mais aujourd'hui, le déconfinement est là et les protocoles sanitaires sont très stricts. Moi, je tiens aussi à le dire. L'ensemble des mairies de France ont préparé sous la direction de l'État pour que les choses, pour que les hommes et les femmes qui veulent
veulent aller voter puissent le faire dans des conditions de sécurité maximale. Alors, voilà. nous sommes là, nous allons voter. Le second tour va bien avoir lieu. On va évoquer maintenant, si vous voulez bien, le programme à l'aune, bien sûr, de la crise sanitaire qui a été celle que nous avons tous vécue. Bien sûr, on va aborder tout d'abord la thématique économique, si vous le voulez bien. Une question peut-être pour vous, David Marguerite. Sur le plan économique, quelle est pour vous la mesure phare que vous souhaiteriez mettre en place, à l'aune peut-être aussi de cette crise sanitaire ? Déjà, le projet que nous portons avec l'Avenir en tête est un projet qui est plus d'actualité que jamais. On parlera de la santé, on parlera du développement durable, on parlera d'un certain nombre de ces enjeux tout à l'heure. Et ces enjeux que nous avons inscrits à l'agenda dès le début de la campagne ont une résonance particulière aujourd'hui. Sur la question de l'économie, nous avons considéré qu'en effet, dans les 6 prochains mois, il faudra prendre des mesures fortes et énergiques, en même temps que de fixer le cap à 6 ans. Sur les 6 prochains mois, nous avons par exemple une proposition forte qui est d'aider les familles à la rentrée prochaine avec une aide de 100 € par enfant scolarisé dans les écoles publiques ou privées de la ville, sans condition de ressources, pour aider les familles qui ont été mises à rude épreuve pendant cette période, mais également pour relancer l'économie, parce que cette aide sera utilisable dans les commerces locaux. Et puis, pour le cap à 6 ans, ce sont les grands équipements. Et dès le début du mandat, nous aurons un plan d'investissement sur ces grands équipements. Je pense à la patinoire, je pense au marché couvert, par exemple, qui seront des investissements qui seront décidés, qui permettront de rendre la ville plus attractive demain, mais qui permettront également de relancer l'économie, parce qu'on sait à quel point les entreprises attendent aujourd'hui de la visibilité sur la commande publique. On les rencontre sur le terrain tous les jours, et elles nous disent dites-nous ce que vous allez faire, parce qu'on a besoin d'avoir de la visibilité. Sonia Crimi, votre programme était vraiment marqué notamment par la problématique d'attractivité de la ville. C'est l'un des éléments vraiment importants de votre programme. Est-ce que vous avez changé de logiciel avec la crise ? Est-ce que vous voyez les choses autrement ? Est-ce que vous priorisez sur d'autres éléments de votre programme ? Plus que jamais, la liste de ces citoyens dans la ville et la liste pour vous n'a autant porté des sujets d'actualité. Quand on parle des cantines bio locales et de saison, quand on a parlé des transports gratuits, Mais sur le plan vraiment de la relance économique. Dès le premier tour, c'est de la relance économique, parce que le transport gratuit, c'est 2 millions d'euros de pouvoir d'achat qui est redistribué aux habitants de Cherbourg-en-Cotentin. Quand on a complété notre programme par la mise en place de 1000 tablettes en libre service, parce qu'on s'est rendu compte à quel point pendant le confinement, c'était difficile pour les familles qui n'avaient pas les moyens d'avoir les moyens informatiques d'assurer la scolarisation de leurs enfants. Et là-dessus, dans ce domaine-là, notamment... Augmentation du budget de CCAS avec 1000 tablettes en libre service demain pour les habitants. Donc la fracture numérique, pour vous, c'est central. La fracture numérique s'accompagnera par le télétravail. Et là, bien évidemment, on a tous vu les dégâts du déploiement de la fibre optique qui n'est pas mis en place, en tout cas d'une manière harmonieuse dans toute la ville de Cherbourg-en-Cotentin. On risque d'avoir la 5G qui arrive avant d'avoir le déploiement total de la fibre optique. Et pour finir, un stock de sécurité sanitaire. On y reviendra. C'est très important, absolument. Avec une cellule de crise qui rassemblera les activités. On parlera de la santé tout à l'heure, Sonia Crimi, vous pourriez y revenir. Barzine Vielle-Boniadi, votre priorité, même question sur la thématique économique. Écoutez, déjà pour commencer, notre programme, l'ADN du programme de la coopérative citoyenne, c'est de lutter contre les crises. Bien entendu, la crise actuelle a nécessité des réponses urgentes, mais au fond, la crise ne date pas d'hier. Et en l'occurrence, quand on a présenté sur ce même plateau ou pendant la campagne de premier tour nos propositions anti-crise il y a maintenant quelques mois, on était considérés comme des doux rêveurs. Donc il faut croire que demain est arrivé plus vite que prévu. Donc maintenant, il faut faire quoi ? Il faut notamment lutter contre la crise sociale et économique qui s'annonce et qui s'annonce plus forte que jamais. Ça veut dire via les investissements, la relance, les équipements, les structures. Via le fait de prendre soin de nos habitants. C'est aussi comme ça qu'on renforce une ville. Une des propositions phares de la coopérative citoyenne, c'est de garantir un minimum social municipal garanti, faire en sorte que chaque foyer à Cherbourg-en-Cotentin puisse avoir des revenus au-dessus du seuil de pauvreté, qui équivaut à 50% du revenu médian. C'est une décision... c'est un peu sur le modèle du revenu universel. On est dans la même veine, et je note que pendant le confinement, plusieurs partis, dont le Parti socialiste, a commencé à réfléchir à ce genre de... Mais une question qu'on comprenne bien, lorsqu'on parle d'investissement, d'équipement, de maire bâtisseur, est-ce que vous vous y reconnaissez ? Je rejette totalement l'idée d'un maire bâtisseur. Moi, je veux un maire qui renforce les gens, un maire qui investit dans les habitants et pas dans le béton, et un maire qui recrée des liens de solidarité, notamment avec ce revenu, ce minimum... qui pourrait être une soupape en cas de crise. Je reviendrai vers vous tout de suite. Je vais donner la parole à... Excusez-moi, à la consommation locale, parce que des foyers qui ont les moyens
de subsister. Ce sont des foyers qui sont aussi en capacité de consommer localement. Même question, Benoît Rivet. Alors, vous posez une question sur l'économie, donc je vais vous répondre, contrairement à ce que je viens d'entendre, à la question que vous posez. D'abord, vous rappelez que la compétence économique, elle n'est pas municipale. La compétence économique, elle est partagée entre l'agglomération du Cotentin et la région depuis la loi NOTRe. Par contre, la ville agit avec ses partenaires institutionnels sur de nombreux sujets. Et là aussi, nous avons fait de véritables propositions. D'abord, aider au développement des énergies marines renouvelables. Vous avez vu l'annonce qui était attendue de 250 emplois nouveaux à l'usine Element. C'est une bonne nouvelle. Sur l'éolien. Sur l'éolien. Et puis tout le travail qui est le nôtre sur le commerce, l'aide au commerce, le fait de vouloir faire revivre l'Omnia, vous le savez, le magasin Ratti, travailler sur la piétonisation de la ville avec la rénovation complète du secteur piétonnier, et puis un certain nombre de projets sur l'ensemble des propositions que nous avons pu faire, à la fois des propositions sociales, des propositions économiques, aussi culturelles, qui viennent aussi travailler cette question d'image, d'attractivité de la ville. Enfin, un dernier mot, je l'ai beaucoup dit pendant le premier tour, Cherbourg en Cotentin va mieux aujourd'hui qu'en 2014. Je crois que c'était clair pour tout le monde. Le taux de chômage a fondu, presque divisé par deux. Une belle dynamique, j'y viens. Ouais. Aujourd'hui, l'effet Covid, on ne le mesure pas encore. On s'aperçoit malgré tout qu'un certain nombre de grandes entreprises ont continué et ont confirmé leur plan de développement. Par contre, c'est quelque chose qu'on va surveiller comme le lait sur le feu. Mais là aussi, il faudra être accompagné, il faudra être proactif, il faudra proposer, comme on l'a déjà fait. On a fait beaucoup de choses durant le mandat, on continuera dans le mandat qui vient pour continuer à travailler sur l'image, l'attractivité et le développement de Cherbourg en Cotentin. Sonia Crémy. Je pense que c'est important de rappeler ce que le gouvernement a fait pendant cette crise. C'est inédit, c'est 460 milliards d'euros redistribués, injectés dans l'économie. Pas pour redémarrer une économie, pour éviter à des petites structures de ne pas s'effondrer. Je pense qu'on répond par des phrases très très belles, mais il faut, pour les commerçants, ils veulent deux choses. Ils veulent être écoutés. Donc c'est pour ça que nous mettons la liste de citoyens dans la ville. Non, ils ne sont pas au courant de tout ce que vous voulez faire dans la ville, et vous le savez plus que moi. Des référents élus et fonctionnaires qui répondent directement les commerçants et les chefs d'entreprises petites de toutes les tailles, ils ne veulent plus être perdus dans les couloirs de la mairie. Deuxièmement, ils veulent avoir des clients. Ils veulent que leurs clients se garent mieux. Ils veulent un projet du voie de contournement ouest pour qu'ils puissent fluidifier le trafic du centre-ville. Et particulièrement, ils savent, même les habitants qui ne sont pas de Cherbourg en Cotentin et qui traversent en fin de journée notre ville, connaissent la galère du centre-ville. Avec la végétalisation du centre-ville, il faut donner envie pour les clients de revenir. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec une vision de tout béton et de tout les patrons en tout, et je ne suis pas d'accord pour une vision qui dit on fait rien. Non. Vous parliez d'un interlocuteur et le fait que les commerçants notamment puissent avoir un interlocuteur. Il y a un manager de centre-ville que vous avez mis en place, je crois d'ailleurs, David Marguerite, que ce rôle-là. Nous avons mis en place le manager Benoît Rivet durant ce mandat. Ça a été les premières communes à mettre ça en place et ça fonctionne plutôt bien. Et David Marguerite, vous êtes plutôt favorable, je crois, en tout cas à poursuivre là-dessus. On ne mesure pas. Avec une différence très forte, c'est que nous pensons que le manager de centre-ville, celui qui finalement connaît le mieux l'animation de la ville, c'est la Fédération des commerçants. Donc nous proposons de transférer le poste à la Fédération des commerçants, en même temps que, pour être très concret également sur les commerces locaux, nous proposons une société publique, foncière publique-privée, qui va aller racheter les commerces abandonnés pour les rénover, les rendre plus accessibles et les remettre à la location pour des jeunes créateurs. Il y a une politique qui existe déjà dans ce domaine. Cette société n'existe pas, et nous voulons, comme à Toulouse, avoir une grande politique pour le commerce local, de la zone bleue, en effet du désenclavement en sortant des dossiers de l'enlisement, parce que c'est le rôle du maire, et je pense à la voie de contournement ouest. Et puis, vous y êtes favorable aussi, donc cette voie. Et je le dis aussi parce que, en effet, l'économie est une compétence de la région. Nous avons investi 45 millions dans le port et les 250 emplois avec l'agglomération et avec les autres collectivités, et c'est 100 millions en tout, et ces 250 emplois, c'est une bonne nouvelle de l'association des collectivités. Mais je le dis aussi, nous aurons l'enjeu de la formation, l'enjeu de l'orientation, parce qu'il faudra former en lien avec les besoins des familles et les besoins des entreprises. Et nous voulons pour ça avoir une politique d'orientation nouvelle et qui change le logiciel. Dernière question peut-être pour vous, Bardine, mais est-ce que cette crise a été aussi l'occasion, et vous avez été plusieurs à le dire, donc la paternité de ces propos-là, c'est parce que je les ai lus dans la presse, mais est-ce que ça a été aussi l'occasion pour une ville moyenne comme Cherbourg, finalement, de sortir un peu son épingle du jeu réellement? Vous l'avez dit aussi, Benoît Rivet.
Écoutez, c'est vrai que... Je ne sais pas s'il y a un consensus sur le sujet. C'est une sorte de revanche des villes moyennes qu'on a pu observer lors de ce confinement, où on se rend compte que l'espace urbain qui est mis à la disposition des habitants de Cherbourg-en-Cotentin est tout à fait convenable. On l'a bien vu lors du confinement, qu'entre guillemets, on ne se marchait pas les uns sur les autres pour faire nos courses ou pour déambuler, ce qui est malheureusement le cas dans d'autres villes. Donc c'est un peu la revanche des villes moyennes. C'est également aussi la revanche de la ruralité, qui a aussi eu un rôle à jouer pendant le confinement, avec aussi des producteurs locaux qui ont été, et je m'en réjouis, plus sollicités par les consommateurs lors du confinement. Je note aussi que mes adversaires autour de cette table parlent aussi beaucoup de projets faramineux pour leur ville. On a l'impression que Cherbourg-en-Cotentin a vocation à devenir une mégapole, une métropole, mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas l'ambition pour Cherbourg. L'ambition pour Cherbourg, c'est d'avoir des habitants qui soient épanouis, qui soient fiers de leur ville et qu'on investisse aussi dans eux. Rémi. Mettre un marché couvert, c'est une demande simple et basique à mettre en place, et c'est pas un projet faramineux, il me semble, par rapport aux autres projets en tout cas. Avoir réellement un service de consigne. Paris est revenu. Paris, dans les gares, maintenant, on a des services de consigne, et c'est très très simple. On déambule dans la ville et on achète beaucoup de choses et on a envie de les faire consigner. Il n'y a plus de consigne, alors ça existait à Cherbourg il y a longtemps. Je pense que c'est des petits pas qu'il faut mettre en place et pas avec une vision sur des projets peut-être faramineux pour demain, mais il faut commencer à mettre des petits pas. C'est pour ça que je reviens sur les 2 axes importants. Écouter ce qu'ils nous disent. Et par la suite, créer, c'est notre rôle, les politiques. Moi, je l'ai dit ce matin à mes collègues, je suis toujours impressionnée par voir à quel point on se gargarise des résultats. Mais réellement, nous, on n'est pas les acteurs économiques, on est les facilitateurs. J'étais un acteur économique avant de rentrer en politique. Je vous assure, pendant 4 ans, dans le Cotentin, j'ai parcouru tout le Cotentin. J'ai travaillé pour la majorité de ces entreprises. Jamais entendu parler de vous. Mettre en lien davantage... C'est réellement, si on crée les conditions vous êtes favorables. On est des facilitateurs. C'est notre seul rôle. Non, mais voilà, j'interprète. Non, mais je vais pas rebondir sur les propos de Mme Et Crimi. on va passer à l'écologie juste après. Je voulais simplement revenir sur la notion qui est la vôtre de villes qui tirent leur épingle du jeu. On l'a vu durant la crise. Je crois que le bilan de notre mandat passé nous a permis aussi, par les actions qui ont été les nôtres, de mieux traverser cette crise. Les grands services publics aussi à Cherbourg-en-Cotentin, et je salue les fonctionnaires, nous ont permis de mieux traverser cette crise. Le projet que je porte est le projet de Passion Commune. Je crois qu'il est conforté par la crise du Covid, avec cette question de ville qui protège, de ville durable, de ville où chacune et chacun trouve sa place. Et nous allons accélérer sur ces enjeux-là de façon sérieuse, mais aussi de façon ambitieuse, parce qu'on peut avoir une vision environnementale, ce qui est mon cas, mais aussi et on va y venir à l'environnement pour la ville, avec un certain nombre de propositions très concrètes que nous avons faites pour... David Marguerite, rapidement s'il vous plaît. Très court, on peut en effet nourrir une grande ambition pour la 4e ville de Normandie. Ce n'est pas la peine de faire Cherbourg-en-Cotentin si on ne peut pas avoir des grandes ambitions, des grands projets. Nous l'avons, monsieur Marguerite. Je veux le dire avec force. Et les grands projets que nous proposons, comme la patinoire, le marché couvert ou une salle de spectacle, en effet, sont des projets à la hauteur de l'ambition. Et en même temps qu'on nourrit cette ambition, la proximité est au cœur également de nos préoccupations à l'avenir en tête. Je pense à la voirie, qui est un sujet longuement abordé par les habitants. Je pense à l'accessibilité de la ville. C'est autour de ces enjeux-là que nous bâtirons dès le mois de juillet la ville de demain. On a évoqué tout à l'heure rapidement l'environnement, l'écologie. C'est bien sûr un axe majeur lié bien sûr à cette crise sanitaire. Benoît Harivet, l'un des programmes, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, l'un des éléments importants de votre programme, je vais vous demander d'être assez concis, c'est la mobilité. Ça ne concerne pas seulement Cherbourg, ça concerne aussi le Cotentin. Quelques mots sur ce programme qui, je pense, j'imagine, est toujours d'autant plus d'actualité que la crise est passée par là. Et on a vu durant la crise l'importance de la mobilité. Sur la question de mobilité, une double révolution. D'abord, la construction d'un véritable réseau fort, moderne, à Cherbourg-en-Cotentin, avec plus de bus le matin, plus de bus le soir, plus de bus le week-end, et puis surtout une amélioration de la desserte horaire avec un bus toutes les 6 ou 12 minutes. Lorsqu'on a créé ce réseau à Cherbourg-en-Cotentin, la deuxième étape, c'est la création d'un véritable réseau à l'échelle du Cotentin qui permette à tous les habitants et à tous les habitants de cette agglomération de pouvoir passer d'une ville à l'autre et de relier l'ensemble du Cotentin. Il y a un enjeu environnemental, des enjeux économiques, des enjeux de vivre ensemble, de maintien à domicile et des sujets forts
en termes d'organisation de la société. Donc cette révolution en termes de mobilité, je la porte, j'y crois, elle est aussi cohérente, et donc il faudra aller jusqu'au bout, créer ce double réseau, tester aussi, comme nous le ferons, la gratuité le week-end, bien entendu, préparer les choses pour un jour... Je reviens vers vous tout de suite, David Marguerite, mais je vais faire réagir Barzine Vielboniadi. Je suis l'ordre qui a été décidé au départ. L'écologie, bien sûr, était au cœur de votre programme dès le départ. Et vous avez un maître mot, et je voudrais qu'on aille tout de suite droit au but. Pour vous, l'écologie doit s'imposer, et vous parlez de politique contraignante. Expliquez-nous. Déjà, rebondir sur ce qui vient d'être dit, l'ambition pour la coopérative citoyenne, c'est de créer une ville durable. C'est ça l'ambition. C'est de faire en sorte que dans le siècle qui vient, Cherbourg-en-Cotentin puisse continuer à être une ville vivable pour tous nos habitants. C'est ça l'ambition que nous défendons. Effectivement, en termes d'écologie, nous avons un devoir moral par rapport à la crise écologique qui est la nôtre. Mais la mobilité, ce que propose par exemple Benoît Rivet, les bus au niveau de service... C'est une bonne idée, mais encore une fois, il faut se donner aussi les moyens d'y arriver. Je note aussi que l'horizon, laissez-moi parler, l'horizon qui est fixé par la majorité actuelle est d'ici 2 ou 3 ans, donc mi-mandat, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait, et on ne sait pas pourquoi on attend aussi longtemps, aussi pour garantir aux habitants des déplacements doux, des bus. Le vélo aussi. Écoutez, on a vu les équipements qui ont été proposés, qui ont été installés sur la ville de Cherbourg-en-Cotentin pendant le confinement et le déconfinement, qui sont des marquages au sol, qui ne sont pas des pistes cyclables et qui ne convertiront pas des habitants au cyclisme. Juste pour dire sur quelque chose, on est actuellement à Caen, c'est là où se déroule ce débat. J'ai marché de la gare de Caen SNCF jusqu'au studio tout à l'heure. On voit une ville avec le tram, on voit une ville avec des pistes cyclables. C'est ça aussi, de créer une ville attractive où les personnes peuvent aussi consommer local. C'est aussi une ville où les personnes peuvent profiter de leur ville et de se transporter d'un point A à un point B, ce qui n'est pas le cas actuellement à Cherbourg-en-Cotentin. On ne peut pas se transporter en déplacement doux. L'écologie qui sous-tendrait tout le reste, c'est un peu ce que vous dites. Et en gros, pas de projet sans l'aspect écologique au-dessus. David Marguerite, est-ce que ça vous va, cette politique contraignante ? Je n'ai pas du tout cette vision de l'écologie. Je ne la partage pas. Je considère qu'il faut conjuguer le développement économique et le développement durable, qu'on peut même conjuguer l'écologie et le pouvoir d'achat. Et nous avons une vision positive et globale, avec notamment notre premier adjoint qui sera chargé du développement durable, parce que ça doit interroger toute notre politique. C'est un enjeu transversal. Sur la mobilité, là aussi, nous avons une vision équilibrée. L'ennemi, ce n'est pas la voiture. Le bus, tout d'abord, nous sommes favorables à plus de bus qui desservent mieux la ville. Et à la avec des voies dédiées, avec la gratuité le week-end, mais en revanche, nous sommes hostiles à la question des couloirs de bus. Les élections municipales sont importantes parce que dimanche prochain, ce sera aussi l'occasion de trancher la question des couloirs de bus. Nous n'y sommes pas favorables du côté de l'avenir en tête. Et puis, la question de la mobilité, c'est la question également de la voiture. Nous, elle a toute sa place pour nous, avec, je le disais tout à l'heure, la zone bleue pour le stationnement. Alors que Barzine Vielboniadi, lui, veut vraiment que les voitures, à un moment donné, soient mises en dehors. On est bien d'accord. Nous avons une différence sur ce point. Et enfin, sur le vélo, je crois que nous sommes la liste qui est la plus claire, la plus précise sur ce qu'elle veut faire en matière de vélo. Nous consacrerons 12 € par habitant, soit 5 800 000 pendant le mandat, au développement du vélo, de la culture vélo, à la sécurisation sur l'axe Est-Ouest, mais également avec la trame verte et bleue que nous voulons de la Cité de la Mer à la vallée de Crèvecoeur. Nous voulons développer cette culture vélo, je le disais, dans les ateliers découvertes dans les écoles. Nous voulons également l'associer à la santé. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais vous voyez, on peut construire un projet de développement durable qui soit équilibré, qui ne soit pas punitif, qui ne soit pas contraignant. Et c'est tout à fait la vision qui est la nôtre. L'écologie doit-elle avoir un parti, Sonia Crémy ? Non. Ne doit pas avoir un parti et ne doit pas être contraignante. Je suis la seule autour de cette table qui a vécu sous une dictature. Je sais la contrainte où elle démarre, mais on ne sait jamais où elle se termine. Je ne crois absolument pas à la couleur politique de l'écologie et je ne crois absolument pas à la contrainte. On a vu ce que ça a donné, on a vécu les jeunes et c'était très dur pour notre nation. Pour revenir, trois axes simples. Les cantines bio, locales et de saison. On a 600 agriculteurs bio dans la Manche et je pense qu'on doit profiter de cela. On a parlé de cela avant même la crise du Covid. Le déplacement et des mobilités douces. Oui, pour plus de vélos et pourquoi pas une autoroute comme les pays scandinaves entre Cherbourg et La Hague, puisqu'on a 5000 voitures qui partent tous les jours à La Hague. Oui, une autoroute verte de vélo simple à mettre en place qui permet aux travailleurs de rejoindre
en sécurité. C'est le gros problème des cyclistes, c'est la sécurité. Et ça nous permet, nous, qui ne travaillons pas à la Hague, d'aller se déplacer. Le transport gratuit, c'est très très important, on l'a dit aussi au début, avant même le Covid, le tout électrique. Pourquoi mettre en difficulté le vélo et les voitures? On ne met pas en concurrence. En revanche, pourquoi ne pas rêver d'une ville de Cherbourg-en-Cotentin où on a des voitures électriques? Je vais vous demander une intervention, mais très très rapide, Benoît Rivet, puis ce sera à votre tour, Barzine. On va aller très très rapidement. 30 secondes sur l'aspect environnemental et l'écologie. Je le disais tout à l'heure, notre programme, il est global et surtout sans incohérence. On ne peut pas parler de développement durable et d'écologie, Monsieur Marguerite, et vouloir construire une salle de sport à la périphérie de la ville, sur des terres agricoles. C'est pour cela que nous proposons la rénovation de Chantraine pour en faire un palais des sports en cœur de ville. On ne peut pas Madame Crimi, vouloir faire la place aux vélos, aux piétons et aux bus et ne pas accepter de faire là où il faut le faire des voies dédiées aux bus. Il faut être cohérent. Nous avons un projet cohérent et à un moment donné, pour faire de la place aux vélos, aux piétons et aux bus, il faudra enlever un peu de place à la voiture et nous le ferons parce que notre projet est global. Barzine Vielle-Boniadi, ça va être votre tour. Très rapidement, s'il vous plaît. Expliquer aux téléspectateurs qu'être contraignant, nous n'avons pas le choix que d'être contraignant. On sait pertinemment ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas contraignants. On prend un engagement vague sur l'écologie, puis tout d'un coup, en cours de mandat, on se réjouit de la construction d'un lotissement sur des terres agricoles, de la construction. Non, on a pris des engagements là-dessus. Donc on l'a bien compris, la contrainte est essentielle. Je vais maintenant me tourner vers vous. Malheureusement, la thématique santé, nous n'aurons pas le temps de l'aborder. On a bien compris, Sonia Crimi, notamment, vous avez des propositions sur un stock sanitaire. Vous pourrez l'aborder en fonction, justement, du temps de parole qui va vous être donné. Je vais vous laisser la liberté de terminer, chacun avec à peu près 40 secondes. Benoît Rivet, c'est à vous. Bien, merci à vous toutes et à vous tous. D'abord, je voudrais m'adresser aux téléspectatrices, aux téléspectateurs et puis à toutes celles et ceux qui s'intéressent au Cherbourg-en-Cotentin de demain. Dimanche prochain, il faut aller voter, quel que soit votre choix, quel que soit le bulletin, parce que c'est important pour notre pays et pour la vie démocratique du pays. Pour faire votre choix maintenant, je crois que la question elle est assez simple. Quel projet, quelle équipe, quel maire pour le Cherbourg-en-Cotentin de 2026 ou de 2030 ? Avec l'équipe de Passion Commune, nous voulons continuer à travailler, continuer à poursuivre le travail qui a été le nôtre durant ce mandat, pour continuer à construire, à créer le Cherbourg-en-Cotentin de demain, une ville fière d'elle-même, festive, tournée vers la mer, solidaire, avec de grands services publics, une ville qui répond à l'ensemble des enjeux de demain, la ville de demain. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci Benoît Rivet. David Marguerite, c'est à vous. Moi, je voudrais dire aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous écoutent que dimanche prochain sera un jour très important. J'ai conscience que la crise sanitaire, économique et sociale a éloigné les enjeux électoraux des préoccupations de chacun et pourtant le rôle des collectivités territoriales est plus essentiel que jamais. J'appelle au vote utile parce qu'en effet, nous sommes désormais la seule liste à l'avenir en tête en situation de réussir l'alternance, la respiration démocratique pour notre ville, qui ne sera pas une alternance politique. Il ne s'agit pas de remplacer une famille politique par une autre. Il s'agit de changer d'équipe, de changer de vision, de prioriser les projets. Nous en avons de nombreux des projets et nous avons un projet cohérent. Nous l'avons démontré tout au long de ces mois de campagne, de cette longue campagne. Nous avons des projets sur la santé. Je pense à la mutuelle municipale. Nous voulons une ville plus végétale, une ville plus sûre avec de la vidéoprotection partout où c'est nécessaire, mais également le doublement des effectifs de la police municipale. Et nous avons une vision à 6 ans en même temps que nous sommes dans l'urgence. Sonia Crimi. Alors, j'aurais pu me contenter de rester députée et ne pas venir réellement ou m'intéresser à ma plus grande ville de mon territoire. Non, parce que je considère que Cherbourg-en-Cotentin est une ville qui s'est endormie depuis très très longtemps. Quand je compare Cherbourg-en-Cotentin avec d'autres villes de la même taille, je me rends compte qu'on est en retard et sur les pistes cyclables et sur les énergies renouvelables et sur cette ambition. Je l'ai dit ce matin, je le répète, Cherbourg-en-Cotentin est une ville sans grue, où il n'y a rien qui se passe. Réellement, c'est une ville qui ne se prépare pas pour l'avenir. Donc, si vous voulez voter pour la seule liste vous avez dépassé votre temps, les gens de gauche, de droite et les écologistes, merci beaucoup. Votez pour la liste pour vous. Merci. Et Barzine Vielle-Boniadi, c'est à vous. Merci. Selon toute vraisemblance, la coopérative citoyenne ne remportera pas les élections dimanche prochain. À moins que vous ne décidiez de ne pas fermer les yeux sur l'urgence climatique, sociale et démocratique. À moins que vous décidiez de choisir une ville où nos enfants seront parés pour l'avenir, parce qu'ils seront formés, soutenus. Une ville où nos parents pourront vieillir décemment, c'est ce qu'ils méritent. Et une ville où vous pourrez vous épanouir, parce que cette ville sera accessible, parce qu'elle protégera le vivant sans compromission, parce que vous n'aurez pas peur du lendemain.
Ce chemin que je vous propose, c'est celui de la coopérative citoyenne. Il est grand temps de faire face ensemble aux défis de demain. Alors dimanche prochain, soutenez la coopérative. Merci. Et dès lundi prochain, rejoignez notre mouvement qui vous accueille à bras ouverts. Merci beaucoup, Emmanuel Chonu. Le mot de la fin. Bien, écoutez, Cherbourg, c'est Napoléon qui montre peut-être l'Angleterre, peut-être d'autres endroits. En tout cas, Bernard Cazeneuve, si Benoît Harivet gagne Cherbourg, eh bien, il montrera cette ville de Cherbourg pour peut-être une reconquête nationale de la gauche. Inch'Allah. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir participé à ce débat. Demain, 18h, c'est Granville qui sera à l'honneur pour un nouveau débat pour ce second tour des élections municipales. Vous avez rendez-vous avec vos informations régionales dans quelques instants. Belle soirée.